Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le taux de chômage atteint un nouveau record en Afrique du Sud, désormais à 34,4%, le taux le plus élevé enregistré depuis 2008. Une situation qui affecte 75% des jeunes Sud-Africains, principalement noirs. Le Rwanda poursuit sa transition vers les énergies renouvelables. Le pays souhaite encourager le financement des énergies renouvelables en monnaie locale. Pour ce faire, Kigali sera épaulé par le programme Get Invest de l'Union européenne et le pôle développement des systèmes financiers de la Guise. Et puis, grosse déception suite à l'échec de l'essai du vaccin anti-VIH-Sida de l'américain Johnson & Johnson. L'essai nommé Imbokodo a démarré en 2017 et incluait 2600 jeunes femmes entre 18 et 35 ans au Malawi, Mozambique, Zambie, Afrique du Sud et Zimbabwe. Mais tout d'abord, tentative de coup d'État en Guinée. Depuis 8 heures du matin, des tirs nourris sont entendus autour de Sékou Touréa, le palais présidentiel où se trouve le chef de l'État, Alpha Condé. D'après des sources, le président se porte bien et est sous la protection de sa garde présidentielle. La tentative de putsch serait menée par les éléments du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée aussi bien entraînée qu'équipée, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Ces derniers mois, sa volonté d'autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense avait suscité la méfiance de l'exécutif à Conakry. Le président Alpha Condé a déjà été confronté à une tentative de putsch en 2011, notamment lorsque son domicile avait été la cible d'un assaut. Mais cette fois, le calibre des putschistes rend la situation sérieuse. L'ancien candidat à la présidentielle tunisienne de 2019 et président du parti Kalb Tounes, Nabil Karoui, ainsi que son frère, le député Ghazi Karoui, ont été arrêtés après avoir franchi illégalement la frontière avec l'Algérie. Ils ont comparu ce samedi 4 septembre devant le pôle pénal spécialisé de Constantine en Algérie. La cour algérienne a également ordonné l'arrestation de 4 Algériens accusés de l'avoir aidé à entrer en Algérie et de lui avoir fourni un logement. Nabil Karoui venait à peine d'être libéré de prison en Tunisie. L'économie la plus industrialisée d'Afrique souffre depuis longtemps de taux de chômage extrêmement élevés et la pandémie de Covid-19 n'a pas arrangé les choses. En Afrique du Sud, le taux de chômage atteint désormais 34,4% de la population active, un niveau record qui contribue aux inégalités criantes qui persistent près de 3 décennies après la fin de l'apartheid. En effet, 75% des jeunes sud-africains, notamment les Noirs, sont au chômage. Samantha Sabero. En Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint depuis fin juin 2021 un nouveau niveau record. Les récentes données publiées par l'Institution nationale en charge des statistiques du pays révèlent que le nombre de Noirs en âge de travailler et qui sont au chômage a atteint 7 millions de personnes. Quant aux personnes non économiquement actives, il s'élève à 20,88 millions de personnes, soit un taux d'inactivité de 65% pour les populations noires ayant entre 15 et 65 ans. Actuellement, il faut rappeler que seuls 10% des Sud-Africains sont vaccinés et que les autorités ont fait le choix de ne pas rendre obligatoire cette vaccination et elles en subit de plein fouet les répercussions sur le plan économique. L'Afrique du Sud, c'est le pays qui a vraiment utilisé le confinement de manière très stricte, ce qui a engendré un creusement croissant de sa dette puisqu'elle est à hauteur de 80% du PIB. Par ailleurs, elle a un chômage qui est évalué à plus de 30%, ce qui fait aujourd'hui plus de 7 millions de sa population se retrouvant en situation de chômage, sans évoquer le nombre de Sud-Africains qui n'ont ni activité et qui ne sont pas non plus recensés, ce qui fait encore gonfler davantage les chiffres. Et il faut aussi ne pas épargner le fait que la population noire en Afrique du Sud continue de subir de plein fouet le chômage. C'est l'un des chiffres les plus hauts depuis 2008. Malgré cette hausse, il reste néanmoins à un niveau contenu à 8,6%. Les destructions d'emplois ont surtout été enregistrées dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.
où les jeunes de 15 à 34 ans sont particulièrement touchés. Aussi, les effets néfastes de la pandémie du Covid-19 qui continue d'affecter ce pays présentent également l'une des sources de ce déséquilibre en raison des ralentissements qu'elle a imposés au sein de l'économie sud-africaine. Toute cette situation rend complexe la relance économique pour les autorités. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, il faut absolument rendre obligatoire la vaccination afin de voir une issue à la crise à laquelle est enlisée l'Afrique du Sud. Il faudra s'ajouter à cela un État qui puisse trouver des financements pour pouvoir sécuriser ces travailleurs, pour pouvoir permettre un environnement qui va venir pallier aux carences que doivent subir les acteurs du secteur privé. Et avec tout cet attelage, on pourra voir une issue à cette crise économique et sanitaire. Rappelons que l'économie la plus industrialisée du continent était déjà en récession avant que l'épidémie du Covid-19 ne se répande en mars 2020. Le taux de chômage en Afrique du Sud dépasse les 20% depuis au moins 2 décennies. Les autorités nigérianes poursuivent leur politique de développement des infrastructures de transport. Le gouvernement fédéral vient d'approuver le décaissement de 206 millions de dollars pour 4 chantiers aéroportuaires et routiers. Il faut dire que les enjeux liés au transport au Nigeria présentent de nouveaux défis à mesure que la population augmente. Mindre Diamant. 206 millions de dollars pour 4 chantiers aéroportuaires et routiers au Nigeria, décaissés par le gouvernement nigérian le 1er septembre 2021. Ce financement est destiné principalement à la construction d'infrastructures aéroportuaires et routières dans le pays. Je pense que ce sera un peu une goutte d'eau dans la mer, si on veut seulement compter sur ces 206 millions de dollars en l'état actuel pour essayer d'équilibrer, ma foi, la croissance démographique et la croissance de la géographie du transport et de la géographie urbaine. La géographie spatiale a un lien avec la géographie du transport et donc ça relance un peu la problématique des politiques publiques pour le développement des infrastructures physiques au Nigeria. Vous savez, les plateformes aéroportuaires, les plateformes routières, les plateformes ferroviaires nécessitent des financements colossaux pour pouvoir les développer. Le Nigeria aujourd'hui c'est un État-continent et en tant qu'État-continent il faut avaler des milliers de kilomètres de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et avec près de 177 millions d'habitants aujourd'hui. Ces habitants-là ont besoin de se mouvoir pour développer la géographie spatiale. De ce financement, 5 milliards de naira sont destinés au projet de modernisation d'aéroports. Cette part du financement servira à la réalisation des travaux de génie civil dans les aéroports de Lagos, Abuja, Kano et Katsina. L'aéroport de Lagos connaîtra quant à lui des travaux d'agrandissement de l'aérogare du terminal domestique pour un coût de 2,8 milliards de naira. Le parking avion subira également des travaux d'extension estimés à 1,98 milliard de naira. Les ouvrages envisagés dans les autres aéroports concernent l'extension de l'aire de trafic dédiée aux vols domestiques sur la plateforme d'Abuja qui nécessitera 796 millions de naira, ainsi que celui de l'aéroport de Kano dans le nord du pays, estimé à 1 milliard de naira. Pour les travaux similaires à l'aéroport de Katsina, une enveloppe de 527 millions de naira a été allouée. En ce qui concerne le projet routier, la route Odukpani-Ituike-Ekpene qui relie l'état de Cross River à celui d'Akwa Ibom sera convertie en double voie de 26 km. Les travaux qui dureront 16 mois seront financés à hauteur de 79,5 millions de naira. Le projet va améliorer le système de transport du Nigeria pour faire face à la croissance démographique. Le financement des énergies renouvelables représente l'un des défis du sous-secteur en Afrique. Parmi ces défis, on retrouve notamment la faiblesse des devises locales et le risque de leur dépréciation face aux devises internationales dans lesquelles sont obtenus la majorité des financements. C'est pour régler cette problématique qu'une initiative a été lancée au Rwanda pour encourager le financement de systèmes solaires décentralisés en monnaie locale. Initiative qui sera mise en œuvre par le programme Get Invest de l'Union européenne et le pôle développement des systèmes financiers de la GIZ, l'agence allemande de coopération internationale. Les détails avec Joël Ballot.
Au Rwanda, le financement en monnaie locale est l'un des chaînons manquants pour augmenter les flux d'investissement dans les énergies renouvelables. Pour ce faire, Get Invest de l'Union européenne et le pôle développement des systèmes financiers de la GIZ ont établi une initiative jusqu'à la fin de l'année en faveur du financement des systèmes solaires décentralisés rwandais en monnaie locale. L'objectif recherché est de promouvoir le financement des énergies renouvelables à travers le développement et la proposition des produits financiers. Faire des dépenses énergétiques en monnaie locale réduisent les pertes d'achat de devises étrangères. Et dans le cadre du Rwanda, si les achats sont faits en monnaie locale, il faut aussi que les composantes de l'énergie renouvelable soient fabriquées au Rwanda pour sécuriser les pertes en devises, pour sécuriser les achats de devises étrangères afin de développer et renforcer le système financier local. Pour galvaniser ce secteur, l'Association des banquiers rwandais va encourager le financement des énergies renouvelables en monnaie locale à travers une série d'événements virtuels. Ces événements permettront de mieux comprendre les attentes des clients potentiels et de faciliter le dialogue entre les financiers et les entreprises. Il faut donc, dans ce contexte-là, appuyer le développement local au travers de la favorisation de la fabrication des composantes énergétiques au Rwanda. Et ce n'est que cette combinaison avec des achats en monnaie rwandaise qui permettra à l'économie d'augmenter le volume de liquidités locales. Au vu de l'enthousiasme des fournisseurs d'off-grid, le gouvernement rwandais table sur l'accès universel à l'électricité d'ici à 2024. À ce jour, le Rwanda affiche un taux d'accès à l'électricité de 65,4%, dont 47,6% des ménages sont connectés au réseau national et 17,8% ont accès à l'électricité grâce à des systèmes hors réseau. Également dans l'actualité, au Congo, la coordination nationale de riposte contre la Covid-19 va intensifier la campagne de vaccination contre le coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Objectif, faire vacciner les personnels de santé, des affaires sociales, des établissements d'enseignement, de la force publique ainsi que les chauffeurs de taxi, bus et autres transports en commun et les vendeurs de marché d'ici le 31 octobre 2021. Par ailleurs, le Conseil des ministres réuni virtuellement le 3 septembre a approuvé un projet de loi portant prorogation pour la 26e fois consécutive de l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays pour une durée de 20 jours qui a débuté ce samedi 4 septembre. Faute de résultats concluants, le vaste essai clinique d'un vaccin contre le VIH-Sida mené par le laboratoire américain Johnson & Johnson dans 5 pays d'Afrique subsaharienne a été stoppé. Cette tentative constitue un espoir de lutter contre cette maladie qui affecte 38 millions de personnes dans le monde, les populations d'Afrique subsaharienne étant les plus affectées. Robert Bogbe. En 2017, démarre l'essai Imbokodo, mené par les laboratoires américains Johnson & Johnson, un projet qui charriait l'espoir de voir enfin sortir un vaccin contre le VIH-Sida. Seulement, l'humanité devra encore attendre. Au bout de 2 ans après la première injection, 51 des 1079 participantes ayant reçu le vaccin avaient contracté le virus. L'essai, qui incluait environ 2600 jeunes femmes d'entre 18 et 35 ans issues de pays d'Afrique, s'est avéré efficace à 25% seulement. C'est l'échec d'un projet qui était très attendu. Si nous sommes déçus que le vaccin candidat n'ait pas fourni un niveau suffisant de protection contre l'infection au VIH, cette étude nous donne des résultats scientifiques importants pour la poursuite de la quête d'un vaccin contre le VIH. L'essai Imbokodo ne continuera pas. Face à cet échec, les chercheurs américains veulent explorer d'autres pistes. Cela passe par une technologie différente que celle du vecteur viral de Johnson & Johnson, la même que celle employée pour son vaccin contre le Covid-19. Selon un site du gouvernement américain, Moderna doit commencer ce mois de septembre 2021 en utilisant la nouvelle technologie de l'ARN messager, les essais de 2 vaccins contre le VIH, un virus bien particulier. Le virus est extrêmement complexe. C'est pratiquement tous les systèmes
notamment le système immunitaire qui est attaqué par lui, au contraire de la coronavirus, ou bien c'est surtout le système respiratoire, etc. Mais c'est le système immunitaire. Et il y a ce qu'on appelle le fort taux de mutation, une diversité génétique, un fort taux de mutation qui empêche que le vaccin soit développé rapidement. Donc à l'inverse du Covid, le VIH a une capacité de mutation extraordinairement élevée. En 4 décennies de recherche sur le sida, aucun résultat n'a encore pu stopper l'avancée de cette maladie. À travers le monde, on compte 38 millions de personnes affectées. C'était l'une des attractions de cette 30e édition de l'Afrobasket qui se clôture ce dimanche à Kigali, au Rwanda. Liz Mills, la première femme entraîneur d'une équipe masculine en Afrique. L'Australienne, coach de l'équipe masculine de basketball du Kenya, a mené son équipe le plus loin possible lors de ce championnat. Liz Mills a assurément marqué les esprits et en a inspiré plus d'une. Portrait de Fraternanda Keisenga. C'est une femme de conviction et qui n'abandonne pas facilement. Liz Mills est la première femme coach d'une formation masculine de basketball en Afrique à pouvoir participer à l'Afrobasket. L'entraîneur d'origine australienne a guidé l'équipe kenyane au succès contre le Mali et la participation au tour qualificatif pour les quarts de finale. Même si elle n'y est pas arrivée, Mills a prouvé qu'une femme peut avoir du succès avec une équipe masculine dans le tournoi le plus relevé du continent africain. Tous mes respects vont à la Fédération kenyane de basketball pour avoir été la première fédération au monde à embaucher une femme à la tête d'une équipe masculine de basketball. Je sais que ça leur a demandé beaucoup de courage et une grande ouverture d'esprit. J'espère que d'autres fédérations le feront également. Il faut que le recrutement soit basé sur les qualifications, le mérite et l'expérience sans que la question du genre n'interfère. Bravo aux joueurs et à la fédération de m'avoir accepté. Sur terrain comme durant les entraînements, la coach est extrêmement respectée par ses joueurs. À part le fait qu'elle soit une femme, ses joueurs disent que ses méthodes sont parmi les meilleures car elle voit plus que le côté physique du jeu. Techniquement, tout mon respect à notre coach car elle a vraiment transformé notre jeu. Elle veut qu'il soit un jeu mental plus que physique. Elle nous montre des vidéos pour nous motiver et cela nous a aidé à découvrir nos différentes personnalités et la façon de penser différemment. Qu'il n'est pas seulement question de travailler dur, mais intelligemment. Mills a été assistante coach avec la Zambie et avec le Cameroun. Elle a pris les commandes du Kenya au début de cette année et il a conduit les Morans vers une première qualification pour la compétition continentale majeure depuis 28 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.